Je m'appelle Evelyn Bryant. J'ai 68 ans et je suis une ancienne conseillère financière de San Antonio. Toute ma vie, j'ai tiré une grande fierté d'une seule chose: gérer mon propre argent et prendre mes propres décisions. Mais un jour, mes propres enfants m'ont dit que j'étais trop vieille pour gérer mes finances. Ils ont dit qu'ils voulaient en prendre le contrôle, pour mon propre bien. Ils parlaient d'une voix douce, avec des mots prudents, une sollicitude répétée. Je suis restée silencieuse. J'ai souri. Et puis, discrètement, sans prévenir, j'ai engagé un avocat et un détective privé. Ce que nous avons découvert était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Evelyn Bryant et quand tout a commencé, j'avais 68 ans. J'avais pris ma retraite 5 ans plus tôt, après une longue et satisfaisante carrière de conseillère financière à San Antonio. Les chiffres avaient toujours eu plus de sens pour moi que les gens. Budget, investissement, plan de retraite. J'ai construit ma vie sur la logique et l'ordre. Quand le moment est venu de quitter ma carrière, j'ai pensé que le rythme des tableurs et des réunions avec les clients me manquerait, mais non. J'ai accueilli le calme. Je vivais seule par choix, dans une maison en briques de plain-pied dans un quartier plus tranquille de la ville, non loin d'un petit lac scintillant où les canards se rassemblaient aux premières heures du matin. Mes journées se déroulaient à un rythme plus doux maintenant. Je me levais avec le soleil, je préparais une cafetière de café noir fort et je m'asseyais près de la fenêtre, regardant la brume se lever de l'eau. Parfois, je lisais le journal de la première à la dernière page, non pas parce que les nouvelles du monde exigeaient mon attention, mais parce que les vieilles habitudes offraient un réconfort. La maison elle-même était modeste, mais chaleureuse. Des parquets en chêne usé, de lourds rideaux bleus, une courte pointe en patchwork, drapée sur le canapé, que ma défunte mère avait cousu des décennies auparavant. Mon jardin était ma fierté, un carré soigné de rosiers, de lavandes et de plants de tomates, que j'entretenais comme de vieux amis. Je n'avais pas d'animaux, pas de voisins bruyants et pas d'exigences pressantes. C'était une vie simple, mais elle était à moi, entièrement et complètement. Financièrement, j'étais en sécurité. J'avais travaillé dur pendant des décennies, investi judicieusement, économisé avec diligence. Mon hypothèque était remboursée. Mes comptes de retraite étaient sains. J'avais planifié mon avenir comme un projet, avec des imprévus et des plans de secours. Je savais où se trouvait chaque dollar et où il allait. Pas de surprise, pas de chaos. Mon fils Grégory et ma fille Mélissa vivaient en ville, à environ 30 minutes de route de chez moi. Nous nous parlions assez souvent. Appels pour les fêtes, brunch occasionnel le dimanche, nouvelles de leur vie bien remplie. Grégory était agent immobilier, toujours à la poursuite de la prochaine grosse affaire. Mélissa était directrice marketing dans une entreprise de technologie, élégante, impeccable et toujours en mouvement. J'étais fière d'eux, même si parfois les versions plus calmes d'eux d'il y a des années me manquaient, avant que l'ambition n'ait poli leurs aspérités plus douces. Pourtant, je ne m'attendais jamais à ce qu'ils soient envahissants. Je les avais élevés pour qu'ils soient indépendants, forts, capables. Je ne voulais pas être le genre de mère qui s'accroche trop ou qui exige des visites par culpabilité. Je croyais que l'amour n'avait pas besoin d'être prouvé par la fréquence. Il vivait dans les espaces stables entre les moments. Les soirées étaient mes préférées. Je me préparais un petit dîner, du poulet grillé,
une salade, peut-être un verre de vin si la journée avait été particulièrement belle. Ensuite, je m'installais dans mon fauteuil de lecture, avec un livre, ou je me perdais parfois dans un puzzle sur la table de la salle à manger. Dans ces heures tranquilles, avec seulement le tic-tac de la vieille horloge de grand-père et le craquement occasionnel de la maison qui se refroidissait, je me sentais profondément satisfaite. Je n'étais pas seule. J'avais des amis, Marjorie du club de lecture, Paul du centre communautaire, Anita qui tenait le marché fermier. Nous déjeunions, allions au cinéma, nous promenions le long du lac. Je m'étais construit un petit cercle stable, des gens qui comprenaient que la solitude n'était pas quelque chose à plaindre, mais quelque chose à respecter. Mon esprit était toujours vif, mes mains étaient toujours stables. Mes projets pour les années à venir étaient simples. Voyager un peu, reprendre la peinture, peut-être adopter un chien une fois que je sentirais avoir la patience nécessaire pour une créature qui aurait plus besoin de moi que mes plants de tomates. La vie n'était pas glamour, mais elle était riche de la manière qui comptait pour moi. Prévisible, paisible, pleine de petits rituels satisfaisants qui tissaient chaque jour ensemble. Je n'ai jamais pensé que les fondations que j'avais si soigneusement posées, l'indépendance pour laquelle je m'étais battue, seraient tout la cause même de la première fissure. Cela a commencé subtilement, de petits commentaires, des sourires légèrement condescendants, des questions sur le fait que je devrais vraiment gérer toutes mes affaires financières seule. Je les ai ignorées, mettant cela sur le compte des préoccupations naturelles d'enfants, voyant leur mère vieillir. Je pensais qu'ils s'inquiétaient parce qu'ils m'aimaient. Je n'avais pas réalisé qu'ils avaient commencé à penser à ma vie et à tout ce que j'avais construit, comme à quelque chose qu'ils pouvaient et devaient gérer. Mais dans ces premiers mois tranquilles, avant que le changement ne devienne indéniable, je vivais chaque jour enveloppée dans la chaude certitude que j'étais en contrôle. Et je la chérissais. Je m'accrochais à cette paix aussi fermement que quelqu'un pourrait s'accrocher à la dernière lueur avant une longue et inattendue obscurité. C'était un dimanche après-midi que tout a commencé à basculer, bien qu'à l'époque, cela ne semblait pas du tout être un basculement. C'était subtil, enveloppé dans la douceur d'une conversation familiale, déguisé en sollicitude. Grégory et Mélissa étaient venus déjeuner. J'avais préparé un poulet rôti au romarin, de la purée de pommes de terre, des haricots verts et un cobbler aux pêches pour le dessert. Cuisiner pour eux me rappelait toujours l'époque où ils étaient plus jeunes, quand un repas fait maison suffisait à illuminer leur visage. Ils sont arrivés séparément, occupés comme toujours, le téléphone à la main, la moitié de leur esprit encore dans d'autres conversations. Grégory m'a embrassé sur la joue distraitement, parlant déjà d'une nouvelle annonce qui l'enthousiasmait. Mélissa m'a serré brièvement dans ses bras, a complimenté l'odeur de la cuisine, puis a immédiatement demandé le mot de passe du Wi-Fi. J'ai souri, j'ai laissé passer. C'était juste leur manière d'être maintenant. Nous nous sommes assis autour de la vieille table en chêne, celle qui avait été témoin de décennies d'anniversaires, de disputes, de rires et de confessions nocturnes. Ils ont mangé rapidement, ont loué la nourriture distraitement, et ont surtout parlé entre eux, du marché, des nouvelles tendances technologiques, de gens que je ne connaissais pas et que je ne rencontrerais probablement jamais. J'écoutais, intervenant ici et là, quand une ouverture se présentait, mais la plupart du temps, je les laissais mener la conversation. Après le dessert, quand les assiettes ont été débarrassées et le café servi, Grégory s'est penché en arrière sur sa chaise et s'est étiré,
échangeant un regard avec Mélissa. C'était subtil, mais je l'ai remarqué. Ce regard partagé. Cette communication silencieuse. J'ai senti les poils de ma nuque se hérisser, sans pouvoir encore dire pourquoi. C'est Mélissa qui a parlé la première. Elle a commencé avec précaution, superposant sa voix d'une sorte de gaieté vive et exagérée qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Elle a dit qu'ils avaient parlé, juste entre eux, et qu'ils avaient une proposition. Rien d'urgent, rien d'inquiétant, mais quelque chose qu'ils pensaient judicieux de anticiper. Grégory a enchaîné, utilisant des expressions comme planification future, responsabilité et vous soulager un peu. Il l'a dit avec un sourire, une désinvolture répétée, comme s'il proposait de rentrer les courses plutôt que de suggérer ce qu'il allait suggérer. Il voulait m'aider à gérer mes finances. Pas assister, pas conseiller, gérer. Mélissa a sorti un dossier qu'elle avait apporté dans son grand sac fourre-tout. Un simple dossier en manille. Mais pour moi, cela aurait tout aussi bien pu être un signal d'alarme rouge clignotant. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement imprimés, des procurations, des accords de gestion financière, des plans de consolidation de comptes. Tout préparé, tout prêt pour ma signature. Ils ont parlé rapidement, superposant les assurances les unes sur les autres. Ce serait plus facile ainsi, plus efficace. Si jamais il m'arrivait quelque chose, ils auraient y déjà accès. Il n'y aurait pas de transition compliquée, pas d'obstacle juridique complexe. Ils s'occuperaient de tout. Cela semblait si raisonnable, si responsable. Mais sous leurs mots, j'entendais autre chose, quelque chose de plus vif, une note d'impatience, une faim pas entièrement masquée par leur ton professionnel. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai posé des questions, je les ai remerciés de penser à moi. Et à l'intérieur, mon cœur s'est glacé. Ils ont présenté cela comme de l'inquiétude. Ils l'ont enveloppé dans le langage de l'amour. Mais l'amour ne commence pas par le contrôle. L'amour ne rédige pas de contrat dans votre dos. L'amour ne suppose pas l'incompétence, simplement parce que vos cheveux ont grisonné et que vos mains ont ralenti. Je n'ai pas dit non ce jour-là. Je n'ai pas déchiré les papiers en deux, ni haussé la voix. Je les ai remerciés pour leur prévenance, et j'ai promis que j'y réfléchirais. Je les ai serrés dans mes bras quand ils sont partis, debout, dans l'embrasure de la porte de la maison que j'avais achetée et payée avec des décennies de mon propre travail. Je les ai regardés marcher vers leur voiture, riant ensemble, sortant déjà leur téléphone. J'ai refermé doucement la porte derrière moi. Je me suis assise à la table de la cuisine. Mon café refroidi depuis longtemps. Et j'ai fixé le dossier. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à leur apprendre à se débrouiller seuls. Les nuits où je suis restée éveillée à m'inquiéter des candidatures à l'université. Les sacrifices que j'ai faits pour qu'ils aient toutes les opportunités. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Pas de gratitude, pas de remboursement, certainement pas le contrôle. Et pourtant, nous en étions là. Le dossier était posé sur la table comme un serpent enroulé. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas une protection. C'était une permission. La permission pour eux de démanteler mon indépendance, pièce par pièce, sous le couvert de la protéger. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée à écouter les craquements et les soupirs de la maison, le mouvement du vieux bois, le tassement des fondations. Elle me semblait vivante autour de moi. Cet endroit que j'avais construit,
cette vie que j'avais si soigneusement façonnée. Et pour la première fois, j'ai réalisé avec quelle facilité tout cela pouvait être enlevé. Non pas par des étrangers, non pas par la maladie ou un accident, mais par les personnes en qui j'avais le plus confiance. Ce n'est pas la peur qui m'a tenue éveillée, c'était la clarté. Une clarté froide et vive qui me disait qu'il ne s'agissait pas de savoir si j'agirais. Il s'agissait de savoir quand. Dans les jours qui ont suivi cet étrange déjeuner du dimanche, le dossier est resté intact sur mon comptoir de cuisine. Je ne l'ai pas caché dans un tiroir, ne l'ai pas jeté à la poubelle. Je l'ai laissé là, bien en vue, comme un rappel. Il était là, comme une question à laquelle je ne voulais pas répondre, une présence qui a changé l'atmosphère de la maison, a rapproché les murs, a épaissi l'air. Au début, j'ai essayé de chasser ce sentiment. Peut-être que je surréagissais. Peut-être que Grégory et Mélissa étaient juste responsables, essayaient d'aider, essayaient de faire ce qu'il fallait. Les enfants s'inquiètent des parents vieillissants. Je l'avais vu arriver à des amis. C'était peut-être simplement mon tour de me faire dorloter. Peut-être devrais-je être reconnaissante. Mais chaque fois que je passais devant ce dossier, un nœud se serrait un peu plus en moi. De petites molles choses ont commencé à attirer mon attention. Des choses auxquelles je n'aurais pas prêté attention auparavant. Grégory appelait plus fréquemment maintenant, mais les conversations étaient étrangement ciblées. Il posait des questions détaillées sur la maison. Quelle réparation je pourrais bientôt avoir besoin? Si j'avais déjà envisagé de déménager dans plus petit. Il parlait des valeurs du marché avec désinvolture, glissant des chiffres dans des conversations où ils n'avaient pas leur place. Il a mentionné un investisseur qu'il connaissait, quelqu'un qui pourrait être très intéressé si jamais je voulais vendre. Mélissa, de son côté, a commencé à laisser entendre qu'il fallait rationaliser mes actifs. Elle a suggéré de rencontrer un planificateur financier en qui elle avait une confiance aveugle, quelqu'un qui se spécialisait dans les transitions des personnes âgées. Elle m'a envoyé des liens vers des articles sur les erreurs de retraite et sur comment éviter de devenir un fardeau. Chaque conversation était enveloppée d'inquiétude, mais en dessous, je le sentais, la pression douce et insistante pour que les décisions sortent de mes mains et passent dans les leurs. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. Une semaine après ce déjeuner, j'ai surpris Grégory se promenant dans la maison alors qu'il pensait que je ne regardais pas. Pas seulement dans les pièces principales, mais dans le bureau où je gardais mes dossiers, mon coffre-fort, mes archives financières. Il n'a rien touché, du moins pas que je puisse voir. Mais quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a souri trop rapidement et a dit qu'il admirait juste les vieilles étagères. Mélissa a commencé à s'enquérir de ma santé d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle a mentionné des pertes de mémoire, de petits lapsus imaginaires. Elle a demandé si j'avais payé la facture d'électricité à temps, si je suivais bien mes médicaments. Je savais ce qu'elle faisait. Je connaissais le récit qu'elle essayait de construire. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de créer une justification. Il voulait sans la tutelle. Pas de nom, pas de titre. Mais en pratique. Il voulait les clés de ma vie, remises sans combat, déguisées en actes de soin. Je les ai testées, juste un peu. Un après-midi, j'ai dit à Mélissa que je pensais faire un don important de mes économies à un refuge local pour femmes dans le besoin. Son sourire s'est figé une demi-seconde de trop avant qu'elle n'acquiesce. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu le message vocal de Grégory sur mon répondeur, sa voix tendue et urgente.
demandant si nous pouvions parler sérieusement de mes futures décisions. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait de ce qu'il pourrait perdre. Cette prise de conscience a fissuré quelque chose de profond en moi, quelque chose qui était solide depuis des années. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était l'arrogance, la supposition que je ne remarquerais pas, ne questionnerais pas, ne me battrais pas. Je les ai observés de plus près après ça. Au brunch du week-end suivant, j'ai fait semblant d'oublier le nom de ma banque. Mélissa s'est penchée avec empressement, proposant de m'aider à tout organiser, pour qu'il soit plus facile pour elle d'intervenir s'il arrivait quelque chose. Grégory a apporté des listes imprimées d'annonces immobilières, souriant en mentionnant avec désinvolture à quel point la vie serait plus facile pour moi dans un condo. Pas de jardinage, pas d'entretien, pas d'espace perdu. Leur plan était mis déjà en marche, et j'étais censé m'écarter et laisser faire. Cette nuit-là, assise à la table de la cuisine, les lumières éteintes, la maison sombre et silencieuse autour de moi, j'ai pris une décision. Je ne les confronterai pas directement. Je ne discuterai pas, ni ne m'en dirai de la compréhension. Je ne jouerai pas le rôle de la mère reconnaissante et vieillissante qui remet sa vie comme un héritage fragile. Je découvrirai exactement jusqu'où allait leur plan. Et puis j'agirai, selon mes conditions, en mon temps. Le dossier était toujours sur le comptoir, intact, alors que je prenais le téléphone et que je commençais à chercher un avocat. Pas n'importe quel avocat. Quelqu'un qui se spécialisait dans la protection financière des personnes âgées. Quelqu'un qui avait vu ce que je voyais maintenant. Quelqu'un qui savait que parfois, les plus grandes menaces ne venaient pas d'étrangers, mais des personnes mêmes qui vous appelaient autrefois « maman », avec des yeux innocents et des mains ouvertes. Le lendemain matin, je me suis assise avec un bloc-notes et une tasse de café, listant tout ce que je devais faire. Des années à organiser les finances des autres m'avaient appris une chose. Aucune guerre ne se gagne sans préparation. Je n'étais pas assez naïve pour croire que les bonnes intentions me protégeraient. J'avais besoin d'une stratégie. La première chose que j'ai faite a été de contacter une vieille connaissance, Richard Ames, un avocat avec qui j'avais travaillé pendant mes années de conseil aux petites entreprises. Il se spécialisait maintenant dans la planification successorale et le droit des personnes âgées. Je lui faisais confiance, non pas parce qu'il avait un site web sophistiqué ou promettait des solutions faciles, mais parce qu'il avait toujours parlé franchement, même quand la vérité était inconfortable. Quand il a répondu à mon appel, il a immédiatement reconnu ma voix. Je pouvais entendre la surprise et l'inquiétude mêlées à sa salutation. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une consultation privée, urgente mais discrète. Il a accepté de me rencontrer le lendemain après-midi dans son bureau, niché derrière une rangée d'immeubles anonymes du centre-ville. J'ai apprécié la simplicité. Pas de faste, pas de grand hall avec des sols en marbre. Juste une porte, une plaque nominative et un endroit où le vrai travail se faisait. Avant de partir pour le rendez-vous, j'ai rassemblé mes papiers. Relevé bancaire, titre de propriété, portefeuille d'investissement, directive médicale, toute la documentation qui formait l'architecture de ma vie. J'ai tout mis dans une mallette verrouillée, sentant son poids rassurant dans mes mains. Quand je suis arrivée au bureau de Richard, il m'a accueillie avec une poignée de main ferme et une tasse de thé. Je me suis assise en face de lui, la mallette entre nous comme un bouclier, et je lui ai tout dit. J'ai étalé le dossier que Grégory et Mélissa m'avaient un peu donné. J'ai détaillé les conversations,
la pression, l'érosion subtile de la confiance. J'ai parlé clairement, sans drame, m'en tenant aux faits, comme je l'avais toujours fait, en présentant un rapport financier. Il a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes dans un épais journal relié en cuir. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise, les doigts joints. « Vous avez raison d'être prudente, a-t-il dit simplement, et vous êtes intelligente d'agir maintenant. » Il m'a expliqué mes droits légaux, les protections disponibles, les mesures que je pouvais prendre pour garantir mon autonomie avant que des dommages sérieux ne soient causés. Il m'a conseillé de réviser immédiatement mon plan de succession, de créer une fiducie irrévocable qui placerait mes actifs hors de portée facile. Il a recommandé une procuration durable, une qui nommerait un tiers de confiance, pas la famille, pour agir en mon nom si je devenais incapable. Mais surtout, il m'a suggéré d'engager un détective privé. Au début, l'idée m'a semblé extrême. Les détectives privés étaient pour les conjoints méfiants et les personnes disparues, pas pour les mères confrontées à des enfants trop ambitieux. Mais plus j'y pensais, plus cela avait de sens. J'avais besoin d'informations, de vraies informations, pas de suppositions, pas d'hypothèses. Richard m'a donné un nom, Elizabeth Cole. Il m'a assuré qu'elle était discrète, minutieuse et digne de confiance. J'ai passé l'appel ce soir-là, assise à la table de la cuisine, avec la mallette toujours à mes pieds. La voix d'Elizabeth était calme et professionnelle. Elle n'a pas posé beaucoup de questions au téléphone. Elle a simplement dit qu'elle pouvait me rencontrer le lendemain matin, dans un petit café de l'autre côté de la ville. Terrain neutre. J'ai passé cette nuit-là sans repos, retournant chaque souvenir, chaque interaction avec Grégory et Mélissa dans mon esprit. Y avait-il un moment que j'avais manqué? Un signe que cela se préparait depuis plus longtemps que je ne le pensais? J'ai pensé à la façon dont Grégory comptait les pièces de sa tirelire, à quel point il était sérieux, même enfant, pour que chaque centime soit comptabilisé. J'ai pensé à Mélissa, organisant ses fêtes d'anniversaire dans les moindres détails, insistant pour que chaque jeu et chaque cadeau soient exactement comme il faut. L'ambition avait toujours brillé en eux. Je l'avais encouragé. Je voulais qu'il soit fort, indépendant, capable. Je ne m'attendais pas à ce que cette force se retourne contre moi. À l'aube, je me suis habillée avec soin, rien de voyant, juste un simple pull et un pantalon, des chaussures solides. Je ne voulais pas attirer l'attention. J'ai quitté la maison sans le dire à personne. Pas de mots, pas d'explication. Le café était à moitié vide quand je suis arrivée. Elisabeth était assise à une table dans un coin, son ordinateur portable ouvert, un petit carnet à côté de sa tasse de café. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être à la fin de la trentaine, avec des yeux vifs et une expression qui montrait clairement qu'elle ne manquait rien. Je me suis présentée. Elle a hoché la tête une fois et m'a fait signe de m'asseoir. Nous avons parlé à voix basse. J'ai exposé la situation, sans épargner les détails. Je lui ai montré le dossier. J'ai expliqué l'intérêt soudain pour ma propriété et mes finances. Je lui ai parlé de la pression, des manipulations silencieuses. Elle a écouté sans jugement. Quand j'ai eu fini, elle a refermé son carnet. « Je peux trouver ce que vous avez besoin de savoir, a-t-elle dit. Discrètement. Je serai invisible. » J'ai hoché la tête. Nous nous sommes mises d'accord sur les conditions. Nous avons signé les papiers nécessaires et elle a promis de commencer immédiatement. En rentrant chez moi, le soleil de fin de matinée projetant de longues ombres sur la route, j'ai ressenti un étrange calme s'installer en moi.
Ce n'était pas de l'espoir. Pas encore. C'était de la préparation. J'avais fait les premiers pas. J'étais sortie du domaine de la peur pour entrer dans l'action. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai les yeux ouverts. Élisabeth a agi rapidement. En une semaine, elle avait rassemblé plus d'informations que je ne l'espérais, plus que je n'avais osé le craindre. Elle était méthodique, professionnelle et aussi discrète qu'elle l'avait promis. Chaque jour, elle m'envoyait de brèves mises à jour, codées et prudentes, jusqu'à ce que nous convenions de nous revoir en personne. Nous avons choisi un autre petit café, loin de mes cercles habituels, où les visages étaient inconnus et le café fort. Elle a apporté un mince dossier cette fois-ci, soigneusement agrafé, tout organisé et daté. Elle me l'a tendu sans cérémonie et s'est adossée, me laissant l'espace pour absorber le contenu. J'ai pris mon temps pour le lire. C'était là, noir sur blanc. Grégory parlait avec des agents immobiliers de ma maison depuis des mois, bien avant la proposition que lui et Mélissa avaient faite, bien avant que le dossier n'apparaisse sur ma table de cuisine. Il avait même permis à quelques agents de visiter la propriété, se faisant passer pour des acheteurs potentiels intéressés par le quartier. Il n'avait aucune idée qu'il n'était pas propriétaire de la maison. Son nom n'était sur aucun titre de propriété. Mais il leur avait donné juste assez d'encouragement pour les garder engagés, promettant que le vendeur serait bientôt prêt à négocier. L'implication de Mélissa était tout aussi calculée. Elle avait rencontré 2 fois un conseiller financier recommandé par un de ses collègues, quelqu'un qui se spécialisait dans la gestion de succession pour les personnes âgées en déclin cognitif. Elle avait fourni des informations sur mes comptes de retraite, mes investissements, mes économies, des détails qu'elle n'aurait pas dû connaître, à moins d'avoir eu accès à mes papiers personnels ou peut-être même à mon courrier. Il y avait des emails, des SMS, des réunions. Ils avaient élaboré un plan, méticuleux et froid. D'abord, me convaincre de signer une procuration. Ensuite, transférer les actifs sur des comptes contrôlés. Enfin, liquider la propriété en prétendant que c'était pour mon propre bien, pour éviter de futures complications. Le pire, ce n'était pas le stratagème lui-même. C'était la désinvolture de tout cela. La façon dont ils parlaient de moi dans leurs messages, comme si j'étais déjà un fardeau, un obstacle à gérer, un actif à exploiter. Pas une mère, pas une personne, juste un chiffre sur un bilan. Je suis restée assise à la table, le dossier ouvert devant moi, mes mains stables malgré le tremblement que je sentais monter le long de ma colonne vertébrale. Élisabeth m'observait attentivement, mais ne disait rien. Il n'y avait rien à dire. Les preuves étaient ça claires. Pas de place pour le malentendu. Aucune façon de l'adoucir avec des excuses. Quand j'ai finalement levé les yeux, je l'ai remerciée. Elle a offert un petit signe de tête, comprenant le poids du moment. J'ai conduit chez moi en silence. La ville défilait devant mes fenêtres, les rues familières soudainement étrangères. J'ai pensé à tous les jalons que j'avais célébrés avec Grégory et Mélissa, les genoux écorchés que j'avais pansés, les devoirs de mathématiques pour lesquels je suis restée éveillée tard, les anniversaires où j'avais étiré un maigre salaire pour m'assurer qu'il y avait des ballons, des gâteaux et des cadeaux parfaits. Les avais-je mal élevés? Avais-je trop donné, trop peu demandé? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que les enfants que j'avais aimés sans limite étaient maintenant des adultes qui me voyaient non pas comme une fondation, mais comme une opportunité. Quand je suis arrivée dans mon allée, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la pelouse.
Je suis restée dans la voiture un long moment, regardant la lumière s'estomper, sentant l'effondrement lent de vieilles certitudes en moi. Plus tard dans la soirée, j'ai étalé les documents sur la table de ma salle à manger. J'ai relu chaque ligne, chaque note qu'Elisabeth avait incluse, chaque enregistrement de conversation et de transaction. J'ai suivi la chronologie avec mon doigt, voyant avec quelle prudence, avec quelle patience ils avaient beau construire leur plan. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils n'avaient sans pas commencé cela, parce qu'ils pensaient que j'étais faible. Ils l'avaient commencé parce qu'ils croyaient que je ne me battrais pas. Ils avaient confondu ma gentillesse avec de la fragilité, ma confiance avec de la bêtise. Ils pensaient que je serais reconnaissante de leur intervention, que je leur remettrais ma vie avec une tête baissée et des mains tremblantes, soulagée d'être soulagée de la responsabilité. Ils ne comprenaient pas que j'avais construit cette vie pièce par pièce, heure par heure, décision par décision, que chaque dollar de mes économies, chaque tuile de mon toit, chaque souffle de paix dont je jouissais avait été gagné par un travail et des sacrifices qu'ils n'avaient jamais vus. Ils ne comprenaient pas que quand on construit quelque chose soi-même, on ne le laisse pas prendre, pas silencieusement, jamais. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à rédiger un nouveau plan avec Richard. J'ai modifié mon testament, j'ai renforcé la fiducie, j'ai révisé mes directives médicales et j'ai émis de nouvelles procurations, ne nommant que des tiers neutres. J'ai resserré la forteresse autour de ma vie, brique par brique, mot par mot. J'ai pensé à appeler Grégory et Mélissa. J'ai pensé à les confronter, à poser le dossier sur la table, à leur demander de s'expliquer. Mais je savais que ce serait inutile. Il y aurait des larmes, des dénégations, des accusations, peut-être même des excuses, nées plus de la panique que du remords. Je n'avais pas besoin de leurs explications. Je n'avais pas besoin de leurs regrets. J'avais besoin de récupérer ma vie, libre de leur emprise. Alors que j'éteignais enfin les lumières et que je montais me coucher, la maison a craqué et s'est installée autour de moi, le vieux bois soupirant dans l'air frais de la nuit. Elle était toujours à moi. Elle resterait à moi, parce que maintenant, je connaissais la vérité, et la vérité exigeait une action. Le matin après avoir lu le rapport final d'Elisabeth, je me suis réveillée avant l'aube. Le ciel à l'extérieur était encore sombre, le genre d'obscurité lourde qui pèse sur les fenêtres et rapproche les murs. Je me suis assise au bord de mon lit, sentant la fraîcheur du parquet sous mes pieds nus, et j'ai laissé le poids de ce que j'avais appris s'installer pleinement dans ma poitrine. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible, pas de pardon facile. Il était temps d'agir. Je me suis habillée avec soin, choisissant un simple pull gris et un pantalon bleu marine, une paire de chaussures basses et solides. Rien en moi ne trahirait la tempête que je portais à l'intérieur. J'ai préparé du café dans la cuisine, l'arôme remplissant la maison silencieuse, et je me suis assise à la table avec mon agenda ouvert devant moi. Chaque décision devait être mesurée, délibérée. Il n'y aurait pas d'éclat de voix, pas de confrontations émotionnelles, seulement de la précision. J'ai fait une liste écrite d'une petite écriture soignée. Chaque élément de cette liste était une limite que j'allais fixer. Chaque tâche était un renforcement de la vie que j'avais mis si longtemps à construire. D'abord, j'ai appelé Richard. Nous avons examiné les documents une dernière fois. Il m'a assuré que la nouvelle fiducie était blindée, que la procuration durable ne nommait que mon avocat et le fiduciaire indépendant. Il m'a rappelé que Grégory et Mélissa
n'avaient aucune revendication légale sur mes finances, ma propriété ou mes décisions de santé, à moins que je ne leur donne volontairement ce pouvoir, et je ne l'avais pas fait. Ensuite, j'ai contacté ma banque. J'ai demandé de nouvelles mesures de sécurité sur tous mes comptes, identification vocale, code secret, nouvelles informations d'identification en ligne que seul moi connaissais. J'ai mis en place des alertes pour toute activité inhabituelle. J'ai demandé au directeur de refuser toute demande d'accès sans mon autorisation explicite et en personne. Aucune exception. Ensuite, j'ai appelé le bureau des titres de propriété et j'ai mis à jour le titre de ma maison, m'assurant qu'il était fermement détenu dans la fiducie irrévocable. Il ne pouvait plus être vendu, transféré ou mis en gage sans ma direction par des voies légales qui contournaient entièrement mes enfants. J'ai même changé les serrures de mes portes. Non pas parce que je croyais vraiment que Grégory ou Mélissa entreraient par effraction, mais parce que le symbolisme compte. C'était ma maison, mon sanctuaire, et il devait être protégé aussi farouchement que mes finances. À midi, tout était en marche. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai fermé les yeux, sentant un étrange calme s'installer en moi. Ce n'était pas du triomphe, ce n'était même pas de la satisfaction. C'était simplement le soulagement silencieux de savoir que j'avais fait ce qui était nécessaire. Bien sûr, ils allaient maintenant le découvrir. C'était inévitable. J'ai réfléchi soigneusement à la manière de les informer. Une conversation en personne était hors de question. Trop émotionnelle, trop chaotique. J'avais besoin d'un support qui me permette de contrôler l'information, d'exposer ma position sans inviter à la discussion ou à la manipulation. J'ai décidé d'écrire des lettres. J'ai écrit 2 lettres identiques, une adressée à Grégory, une à Mélissa. J'ai choisi mes mots avec la précision d'un chirurgien, coupant toute douceur qui pourrait être interprétée comme une ouverture. Je les ai remerciés pour leur inquiétude concernant mon avenir. J'ai reconnu leurs efforts pour m'aider. Et puis j'ai déclaré clairement, sans équivoque, que j'avais pris des dispositions juridiques indépendantes pour gérer mes biens et mes soins de santé sans leur participation. Je leur ai rappelé que je les aimais, mais que mes affaires n'étaient plus une discussion de famille. Je n'ai pas offert d'explication. Je n'ai pas laissé de place au débat. J'ai scellé les lettres, je suis allé au bureau de poste et je les ai envoyées en recommandé avec accusé de réception. Je voulais avoir la confirmation qu'ils avaient reçu mes mots, qu'ils ne pourraient pas prétendre l'ignorance plus tard. Sur le chemin du retour, j'ai baissé les fenêtres. L'air d'hiver était vif, vivifiant. Il a rempli mes poumons, a éclairci ma tête. Quand je suis rentrée, la maison m'a accueillie comme une vieille amie, familière, endurante, toujours à moi. J'ai passé le reste de l'après-midi à m'occuper du jardin. Les rosiers étaient déjà en dormance, la lavande sèche et cassante sous mes doigts. J'ai taillé les branches mortes, j'ai nettoyé les parterres, j'ai préparé la terre pour les mois calmes à venir. C'était juste de travailler avec la terre, de se préparer à quelque chose de nouveau. J'ai pensé à Maggie, ma défunte sœur, et à la façon dont elle m'avait appris, jeune femme, que les jardins sont des actes de foi. On plante des graines qu'on ne verra peut-être jamais fleurir. On taille des branches en ayant confiance qu'elles repousseront plus fortes. Fixer des limites, j'ai réalisé, était aussi un acte de foi. Je ne le faisais pas parce que je voulais exclure mes enfants de ma vie. Je le faisais parce que je croyais encore, au fond, que l'amour pouvait survivre à l'honnêteté, que les relations construites sur le contrôle n'étaient pas des relations qui valaient la peine d'être eues, que protéger ma dignité
n'était pas un acte de trahison, mais un acte de respect de soi. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dorées sur la cour, je me suis tenue au bord du jardin et j'ai regardé la maison. Ma maison, ma vie. Personne ne me la prendrait, pas avec des mensonges, pas avec de la manipulation, pas même avec le langage de l'amour tordu en quelque chose de vif et de dangereux. J'avais pris ma décision, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entièrement, farouchement vivante. Les avis de réception sont arrivés 2 jours plus tard, l'un après l'autre, des cartes blanches et nettes glissées dans ma boîte aux lettres. Je les ai tenues dans mes mains un long moment, debout sous le ciel d'hiver pâle, sentant le poids de ce qu'elles représentaient. Ils avaient reçu mes lettres, ils avaient lu mes mots. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quelle dispute qu'ils auraient pu commencer. Je savais que ça ne resterait pas silencieux longtemps. Le premier coup a été frappé en fin d'après-midi. J'étais dans la cuisine, terminant un pot de ragoût, quand le coup sec a résonné dans la maison silencieuse. J'ai essuyé mes mains sur une serviette. J'ai pris une profonde inspiration et je suis allée à la porte d'entrée. Grégory se tenait là. Il avait l'air plus petit que je ne me le rappelais, moins l'homme plein d'assurance et de charme qui avait essayé de se frayer un chemin dans la vie, et plus un garçon pris dans quelque chose qu'il ne savait pas comment défaire. Il portait une veste trop fine pour la saison, les mains fourrées dans les poches, la bouche serrée. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je ne suis pas sortie. J'ai simplement ouvert la porte, assez pour que nous puissions nous voir, ni plus, ni moins. Il n'a pas parlé. Moi non plus. Pendant un long moment, nous sommes restés là, le poids d'une vie en équilibre entre nous. Ses yeux ont dérivé sur le côté, vers le salon familier, les photos accrochées au mur, la chaleur qu'il avait autrefois appelée chez lui. Mais il n'a pas avancé, et je n'ai pas offert. Il a sorti un morceau de papier plié de sa poche, l'a tendu maladroitement. Je n'ai pas tendu la main pour le prendre, j'ai attendu. Finalement, il a laissé tomber sa main à son côté et a froissé le papier dans son poing. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux, quand ils ont croisé les miens, étaient mais remplis d'un étrange mélange de colère, de confusion et de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais qui s'était depuis longtemps aigri en ressentiment. Je suis restée silencieuse. Je voulais qu'il parle le premier, qu'il essaie de combler le fossé s'il le pouvait. Mais il n'a rien dit. Il est juste resté là, se balançant d'un pied sur l'autre, ayant l'air de ne plus me reconnaître. Peut-être qu'il ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'il ne l'avait jamais fait. Après quelques battements de cœur tendus de plus, Grégory a haussé les épaules d'un air impuissant, s'est retourné et est parti. Je l'ai regardé traverser la pelouse jusqu'à sa voiture, les épaules voûtées contre le froid. Il n'a pas regardé en arrière. Le lendemain soir, c'était le tour de Mélissa. Elle n'a pas frappé tout de suite. Elle est restée devant mon portail, fixant la maison comme si c'était un endroit qu'elle avait visité en rêve, et qu'elle voyait maintenant, avec des yeux sobres. Je l'ai aperçue de la fenêtre de la cuisine, sa silhouette immobile et incertaine contre le crépuscule. Je ne me suis pas précipitée pour l'accueillir. J'ai fini de faire la vaisselle. Je me suis séché soigneusement les mains. Puis je suis allée à la porte. Quand j'ai ouvert, elle avait trouvé le courage de monter sur le porche. Mélissa était toujours meilleure en apparence que Grégory. Elle portait son plus beau manteau, ses cheveux soigneusement coiffés, son maquillage impeccable malgré le froid. Mais même elle ne pouvait pas cacher la tension autour de sa bouche, le léger tremblement de sa main
alors qu'elle lissait son écharpe. Elle a offert un sourire hésitant, une chose fragile et tremblante, qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. J'ai soutenu son regard. Elle a ouvert la bouche, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait essayer de discuter, de plaider, d'expliquer tout cela avec ces mots bien répétés qu'elle utilisait dans sa vie professionnelle. Mais elle a dû voir quelque chose dans mon expression, la résolution, la finalité, parce qu'elle a refermé la bouche sans parler. Elle est simplement restée là, les larmes brillant dans ses yeux, attendant quelque chose que je n'avais pas l'intention de donner. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas rompu le silence. Lentement, elle a hoché la tête, comme pour reconnaître quelque chose de non dit entre nous, et s'est retournée vers sa voiture. Je l'ai regardée partir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. J'ai simplement fermé la porte et j'ai tourné la clé. À l'intérieur, la maison était chaude, remplie de la douce odeur de ragoût qui mijotait encore sur la cuisinière, du tic-tac de la vieille horloge dans le couloir. Des sons familiers, des choses solides. Ma vie, toujours debout. Je me suis assise près de la fenêtre cette nuit-là, enveloppée dans une couverture épaisse, sirotant un thé et regardant les étoiles s'allumer une par une. J'ai pensé à tous les mots qui n'avaient pas été dits, des excuses qui ne viendraient peut-être jamais, des accusations qui pourraient encore être lancées plus tard. Les espaces entre l'amour et la déception, où tant de relations se noient tranquillement. Il y avait de la douleur, oui, mais il y avait aussi une paix étrange et féroce, la certitude que je ne les avais pas abandonnés. J'avais simplement refusé de m'abandonner moi-même. Les conversations que nous n'avons pas eues étaient donc plus fortes que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. Dans leur silence, j'ai entendu toutes les choses qu'ils n'avaient pas pensé que je remarquerais, toutes les façons dont ils m'avaient sous-estimé. Et dans mon silence, j'ai répondu « Vous ne pouvez pas posséder ce que vous n'avez pas construit. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne respectez pas. Vous ne pouvez pas faire taire ce que vous ne comprenez pas. » Ils avaient essayé de s'emparer de ma vie par peur, par cupidité, par un endroit brisé que je ne pouvais pas réparer pour eux. Mais ma vie n'était pas à eux. Elle ne l'avait jamais été. Les jours qui ont suivi ont bougé différemment, plus lent, plus calme, comme si l'air même autour de moi s'était installé dans un nouveau rythme, un rythme qui ne répondait aux attentes de personne d'autre que les miennes. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé à quel point j'avais laissé entrer de bruit dans ma vie sans le remarquer. Du bruit déguisé en obligation, en tradition, en famille. Maintenant, il n'y avait que le son de mes propres pas sur le parquet, le grincement de la vieille balancelle du porche dans la brise de l'après-midi, le murmure des pages qui tournent quand je m'asseyais avec un livre. Ce n'était pas de la solitude, c'était de l'espace, et il était à moi. J'ai décidé de remodeler mes journées selon de nouvelles règles, mes règles. Premièrement, je ne répondais plus aux appels à moins d'en avoir envie. J'ai changé de numéro, ne le donnant qu'à ceux en qui j'avais une confiance implicite. Plus d'interruptions de personnes qui considéraient ma vie comme quelque chose à gérer ou à manipuler. Si quelqu'un se souciait vraiment, il trouverait un moyen de me joindre par la patience et le respect, non par des exigences et de la culpabilité. Deuxièmement, je choisissais ma compagnie avec soin. J'ai renoué des amitiés avec des personnes dont je m'étais éloignée, non pas par colère, mais parce que j'étais trop absorbée par les besoins de tout le monde. Je prenais un café avec Marjorie tous les jeudis, je passais de longs après-midi à jardiner avec Anita, je faisais du bénévolat à la bibliothèque locale,
triant des livres et lisant aux enfants. Chaque connexion était un choix conscient, un don mutuel, pas une obligation. Troisièmement, j'ai reconquis ma maison. J'ai réorganisé le salon. J'ai enlevé de vieilles photographies qui apportaient plus de tristesse que de joie, et je les ai remplacées par des peintures que j'aimais. J'ai rempli la maison de musique, classique le matin, jazz le soir, et j'ai allumé des bougies, même quand il n'y avait personne pour les apprécier à part moi. Je préparais des repas qui prenaient des heures si je le voulais, ou je me faisais simplement un sandwich si cela me convenait mieux. Chaque petit acte était une déclaration. Cet espace, cette vie, m'appartenait. J'ai aussi voyagé. Rien d'extravagant. De petits voyages dans des endroits que j'avais toujours voulu visiter, mais pour lesquels je n'avais jamais trouvé le temps. Un week-end au bord de la mer, où j'ai marché le long du rivage, jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal et que l'air salin remplisse mes poumons. Une virée dans les collines, quand les fleurs sauvages s'épanouissaient si vivement que la terre elle-même semblait chanter. Je suis resté dans de petites auberges. J'ai discuté avec des inconnus. Je me suis réveillé quand je le voulais. Je ne rendais de compte à personne. Financièrement, j'ai tout gardé sous contrôle. J'ai examiné mes comptes régulièrement. J'ai pris des notes détaillées. Je me suis assuré que mon avocat et mon fiduciaire restaient informés de tout changement. J'étais fière du fait que j'étais toujours la gardienne de mon propre avenir. Personne d'autre ne présumerait plus jamais de décider pour moi. Quant à Grégory et Mélissa, le silence est resté. Il y a eu des gestes occasionnels, des cartes de vœux sans note personnelle, de brefs emails demandant si j'avais besoin de quelque chose. J'ai répondu poliment, de manière neutre, n'invitant jamais plus. Je n'ai pas fermé la porte pour toujours, mais j'ai clairement fait savoir que s'il voulait faire partie de ma vie, ce serait selon mes conditions. Des conditions fondées sur le respect, pas sur le droit. Ils ne se sont jamais excusés directement. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas besoin des mots. Les vraies excuses sont des actions, pas des phrases. Peut-être qu'un jour, ils le comprendraient. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais fait la paix avec ça. Un soir, alors que j'étais assise sur le porche, enveloppée dans un châle tricoté, regardant le soleil plonger derrière les arbres, j'ai pensé à quel point la vue semblait différente maintenant. Les mêmes arbres, le même horizon, mais une autre femme qui regardait tout ça. Je n'étais pas la version de moi-même qu'ils avaient essayé de contrôler. Je n'étais pas la figure effrayée et vieillissante qu'ils pensaient pouvoir déplacer tranquillement comme une pièce sur un échiquier. J'étais une femme qui avait survécu à des trahisons plus profondes qu'ils ne pouvaient le comprendre, à des pertes plus grandes qu'ils ne pouvaient l'imaginer. J'étais quelqu'un qui s'était reconstruite, brique par brique, souffle par souffle, après chaque tempête. Je vivais selon mes propres règles maintenant, des règles qui disaient que la gentillesse n'est pas une faiblesse, que dire non est un acte d'amour pour soi-même, que la paix vaut plus que l'approbation, et que la chose la plus sacrée qu'une personne puisse protéger est la vie qu'elle s'est battue pour créer. Alors que la dernière lueur s'estompait du ciel, j'ai fermé les yeux un instant, sentant l'air frais sur mon visage, le poids solide de ma maison derrière moi. J'avais choisi de me choisir, et ce choix, autrefois terrifiant, me semblait maintenant la chose la plus naturelle du monde.